Effectivement, on peut dire qu'on a franchi un cap important dans cette affaire, qui est très suivie, relayée par les médias nationaux et internationaux, relayée par des lanceurs d'alerte, relayée par les activistes, qui est suivie pas seulement par les journalistes, mais également l'opinion publique nationale et internationale qui suit cette affaire rocambolesque où un journaliste a été tué d'une manière atroce, a été tué d'une manière barbare, sauvage, et une affaire qui interpelle la société camerounaise, mais davantage les dirigeants. Parce qu'il s'agit d'une affaire très grave. On l'a vu depuis le début, dans cet assassinat qui concerne un confrère qui a été mutilé dans des conditions atroces et pour laquelle la société civile, les partis politiques, de toute nature, de toutes les sensibilités, les leaders d'opinion sont intervenus. Nous pensons que on attendait effectivement ce cap. On a eu même, à un certain moment, des appréhensions que l'affaire s'enlise. Parce qu'on a vu des allers-retours entre, n'est-ce pas, le secrétaire d'État à la Défense et le tribunal militaire. Et enfin, depuis hier, depuis le 4 mars, on sait que les principaux suspects ont été placés sous mandat de dépôt et qu'ils ont été déférés. Ils sont, pour l'essentiel, à la prison principale de Kondéni. C'est un moment important parce que presque tout le monde attendait cette étape-là. Les gens voulaient savoir, notamment les journalistes et les observateurs politiques, voulaient savoir si on va s'acheminer vers une véritable affaire ou alors l'affaire sera noyée, comme on l'a vu dans le passé avec les différentes autres affaires d'assassinat sur lesquelles je ne reviendrai pas. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut souligner, peut-être cela fera l'objet d'un débat plus approfondi dans la deuxième thématique, c'est la qualification des faits. Ce sont les chefs d'accusation qui sont, dans quelques cas, assez discutables. Nous sommes dans une affaire d'assassinat. Mais nous nous rendons compte à la fin, quand on parle davantage de torture, on ne parle presque plus d'assassinat. Cela suscite des interrogations. Cela suscite d'autant d'interrogations que pendant les enquêtes préliminaires, on a vu des avocats, des principaux suspects réagir sur l'affaire en faisant des déclarations qui parfois, j'allais dire, entraient dans le fond de l'enquête et faisaient des révélations assez surprenantes. On a vu des avocats s'opposer même, ou se contredire, ou l'un contredit l'autre, parce que chacun défendant son client. Nous demandons la principale question aujourd'hui. Ne s'agit-il plus d'une affaire d'assassinat d'un journaliste? S'agit-il simplement d'une affaire de torture? Qui est le commanditaire qui a assassiné Martinez Zogo? Les questions demeurent. Ouais. L'opinion, que le message qui est envoyé à l'opinion nationale et même internationale est ambigu relativement à cette affaire grave, cette affaire d'assassinat d'un journaliste qui suscite beaucoup d'émoi, de l'effroi. Je le dis avec tant d'émotion et de conviction que je suis également inquiet, comme Maître Orange, de la tournure que prend les choses. Je suis d'autant inquiet. Quel message on veut faire passer au public? C'est-à-dire, on a gardé tout un patron des renseignements, de la DGRE, pendant plus d'1 mois, pour une histoire de filature, pour une histoire d'enlèvement, pour une histoire de torture. Alors que nous pensions que dans cette affaire, s'il se retrouve là, c'est parce que c'est une affaire d'assassinat qui a impliqué les services de l'État, les services de la DGE dont il est le patron. Nous pensions que c'est pour cela qu'il se retrouve là-bas. Parce que le directeur des opérations de la DGE a fait des aveux. Si l'on s'en tient à un certain nombre d'informations qui ont été diffusées depuis le début de cette affaire, qui impliquent donc des services de la DGE, pour lesquels on a gardé tout le patron du service de renseignement, pour une histoire d'enlèvement, pour une histoire
de filature et subrepticement de torture. On ne parle plus d'assassinat. Mais le message est grave. Pas seulement celui qui est renvoyé aux journalistes ou à l'opinion publique. C'est que le Cameroun ne sait même pas ce qu'il veut. On ne peut pas garder tout un patron de service de renseignement pour des faits qui, dans une certaine mesure, on pourrait dire, pourraient se retrouver dans les tribunaux de droit commun. Pourraient se retrouver dans les tribunaux de droit commun. Cela signifie, je le dis et j'assume, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce début de qualification des faits, puisqu'ils peuvent être requalifiés. Le message est mauvais. Je ne dis pas qu'il est seulement ambigu, il est mauvais. Nous avons aujourd'hui le sentiment, qui est même déjà partagé dans l'opinion, que l'on s'achemine vers une parodie de justice. Que l'on s'achemine vers une histoire où les présumés, ceux qui désormais sont inculpés, les suspects, ils sont certes placés sous mandat de dépôt, mais très vite, si la requalification des faits ne va pas dans le sens de l'assassinat, je pense qu'il faut oublier cette affaire. Il faut oublier la vérité qui sortira de cette affaire. Il faut oublier ce que le chef de l'État lui-même, d'après le communiqué du 2 février dernier, signé par le ministre d'État secrétaire général de la présidence, vers la fin, après avoir adressé les condoléances à la famille, disait que le souci, c'est que la vérité triomphe dans cette affaire, que justice soit faite. Nous avons le sentiment aujourd'hui, en attendant la suite, que justice ne sera pas faite si les faits ne sont pas requalifiés dans le sens de l'assassinat. Si les faits ne sont pas requalifiés dans le sens de retrouver le ou les commanditaires de cette affaire. Parce que les qualifications qu'on nous présente nous disent, en réalité, oubliez le commanditaire. Oubliez les commanditaires. Ils n'existent pas. Ce n'est même plus un assassinat. Ce n'est que la filature, l'enlèvement, la torture. Arrêtez tout ce que vous racontez. Et cela me rappelle une chose. Il y a un communiqué qui est sorti, le tout dernier en date, du ministre de la Communication, qui ressemblait à une mise en garde concernant les journalistes, les médias, dans le traitement de cette affaire. J'ai même le sentiment que ce communiqué servait à préparer les esprits à l'événement que nous commentons en ce moment. Comme pour dire, laissez ça. Il n'y a pas péril dans la demeure. Ce n'est que la filature, ce n'est que la torture. Où est-ce que vous êtes allé voir un assassinat? Je vais citer, je vais rappeler les propos du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Et j'estime que pour une fois de plus, il a été induit en erreur. Parce que c'est un très mauvais communiqué qui adresse un mauvais message aux confrères, aux journalistes. Parce que dans ce communiqué, il revient sur certaines dispositions du Code de procédure pénale, notamment l'article 102. Il cite l'alinéa 1, l'alinéa 3 et même 4. Mais il omet l'alinéa 2. Pourquoi a-t-il omis l'alinéa 2? On pourrait penser, parce que je vais citer ces différents alinéas de l'article 102, qui donnent l'impression on veut faire jouer aux journalistes un rôle qui n'est pas le leur. Ou alors, on veut donner l'impression aux journalistes qui n'ont pas le rôle de jouer leur vrai rôle dans la société. Permettez que je revienne sur l'article 102 du Code de procédure pénale qu'a invoqué le ministre de la Communication dans son dernier communiqué. Et j'insiste, il a été induit en erreur. Parce qu'il invoque ce communiqué, il cite l'alinéa première qui dit la procédure devant l'enquête de police judiciaire est secrète. Toutefois, le secret de l'enquête n'est pas opposable au ministère public. C'est exact. Ça, c'est l'alinéa 1. Je reviendrai après sur l'alinéa 2 qui n'a pas cité. Je continue, alinéa 3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1, les officiers de police judiciaire peuvent, après visa du procureur de la République, publier
des communiqués et documents relatifs aux crimes dans certaines affaires dont ils sont saisis. L'alinéa 4 dispose: les communiqués et documents ainsi publiés par la police judiciaire doivent être diffusés sans commentaire par les organes de presse sous peine de sanctions prévues aux articles 169 et 170 du Code pénal. Maintenant, je reviens sur l'article, sur l'alinéa de l'article 102. Je vais rappeler l'alinéa 2 qui a été omis. Je vais expliquer pourquoi. Je vais rappeler Edmond que cette sortie du ministre de la Communication intervient au moment où l'opinion publique, pour l'essentiel, exige qu'il y ait des informations permanentes et régulières sur la question de l'assassinat de Martinez-Zogo. D'ailleurs, à l'entame de ce communiqué, le ministre de la Communication indique bien qu'il y a une certaine opinion qui, depuis quelque temps, demande que le gouvernement prenne la parole pour dire où on en est avec l'affaire Martinez-Zogo. Oui, tout à fait. Et le seul point sur lequel on pourrait, d'une certaine manière, indiquer ou comprendre pourquoi il y a un silence du parquet, il y a un silence du commissariat du gouvernement dans cette affaire, c'est parce que la faculté est donnée, d'après ces dispositions, au procureur de la République. Il peut communiquer. Ce n'est pas une obligation. Il peut. C'est la disposition de l'alinéa 3, nonobstant les positions de l'alinéa 1, les officiers de police judiciaire peuvent, après visa du procureur de la République, peuvent publier des communiqués et documents relatifs à certains crimes et affaires dont ils sont saisis. Mais je vais revenir, le point important, c'est l'alinéa 2, que je vais citer intégralement. Expliquer pourquoi le ministre a omis, ou alors ceux qui l'ont amené à lire, à publier ces textes, ont omis cette disposition. Voici ce que dit cette disposition. Alinéa 2 de l'article 102 du Code de procédure pénale. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 310 du Code pénal. Je cite à nouveau, je rappelle, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel. Est-ce que ce message concerne les journalistes? Je m'adresse à l'opinion et à ceux qui ont sorti ce communiqué. Ce message ne concerne pas les journalistes. Par contre, il concerne les officiers de police judiciaire, il concerne les enquêteurs, il concerne les avocats qui ont des clients qui sont suspects dans une affaire. Ça ne concerne pas les journalistes. Les journalistes ne sont pas liés par le secret professionnel parce qu'ils ne concourent pas. Les journalistes ne font pas partie des personnes qui concourent à cette procédure. Ils ne sont pas tenus au secret professionnel. Ils ne sont pas partie prenante. Monsieur le ministre de la Communication, vous avez été, une fois de plus, été induit en erreur. Laissez les journalistes commenter, traiter de l'actualité, commenter cet événement. Parce que les journalistes ne sont pas partie prenante du secret professionnel, du secret de l'enquête. Oui. Lival Fango, avant de répondre à cette question, je vais revenir encore pendant quelques secondes peut-être sur l'affaire Martinez-Zogo pour dire que le Cameroun est signataire d'un certain nombre de textes internationaux, parmi lesquels la Convention qui pénalise la torture, les traitements cruels, inhumains et dégradants. Et ce texte, comme l'indique d'ailleurs l'article 45 de la Constitution, vous le savez, fait désormais partie du dispositif de la législation camerounaise et a priorité sur les lois nationales. J'espère que le juge, lorsque le juge d'instruction va envoyer, n'est-ce pas, l'affaire au niveau du jugement, que cette convention, dans son intégralité, dans son contenu, sera prise en compte au moment de sanctionner. Comme ils veulent s'arrêter simplement à la torture, pour qu'ils sachent de quoi il s'agit quand on parle de torture. Ça, c'est un point sur lequel je tiens à insister. Mais je voudrais également rappeler, et Maître Claude Assir l'a beaucoup dit depuis le début de son intervention, nous sommes des humains, et c'est un être humain qui est mort.
est-ce que nous avons tous le sentiment d'être en train de parler d'un être humain qui a été assassiné, tué dans des conditions horribles? Est-ce que les enquêteurs, lors de l'enquête préliminaire, ont eu cela à l'esprit? Que ça aurait pu être leur enfant, leur frère? Est-ce que le juge d'instruction et peut-être demain le juge du jugement tiendra compte du fait que c'est une question qui concerne l'humain? Je le dis parce que le tribunal militaire est compétent aussi lorsqu'il s'agit des crimes contre l'humanité. Parce que ici, ce n'est pas seulement une affaire de torture, c'est un crime contre l'humanité. On a tué un être humain. Et la manière dont on l'a torturé fait partie des crimes contre l'humanité. Il est important que le juge du jugement, le moment venu, sache qu'il ne s'agit pas seulement d'un acte que de la torture. C'est un crime contre l'humanité. Maintenant, je le dis ainsi. Ils vont apprécier, ils verront, puisque les faits peuvent être requalifiés. Maintenant, pour répondre à votre question, M. Fangoua, j'ai apprécié le coup de gueule, le coup de colère de la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale dans son discours inaugural. Il m'a rappelé, à un certain moment, des grands moments que nous avons eus dans les années de Braise. Des grands moments, notamment de l'opposition pendant les meetings. J'ai même eu le sentiment que nous avions affaire à une doyenne d'âge militante d'un parti de l'opposition. Non, elle est du RDPC. Elle est bien du RDPC. Je me suis surpris en train d'applaudir. Parce que j'ai aimé, j'ai apprécié ce qu'elle a dit. Parce que c'était la vérité. Elle a dit que ça cesse. Elle a énuméré un certain nombre de scandales. On ne connaît que des scandales au Cameroun. Scandales financiers, scandales de Covid, assassinat, enlèvement. Elle a cité, répertorié, point par point. J'ai apprécié. Parce que des gens d'un certain âge n'ont plus peur de dire la vérité. Rappelez-vous, au Sénat, le doyen Moukete, perd son âme. Je n'oublierai jamais son dernier passage relatif aux dénonciations qu'il a faites sur la manière dont le gouvernement gère la crise anglophone qui est devenue la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et j'ai le sentiment et l'impression qu'il n'a pas été écouté. La guerre continue. On n'a pas tenu compte de tout ce qu'il a dit pour que la paix revienne, pour qu'il y ait une paix durable dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je vais rester dans le fond de la question pour dire que la doyenne d'âge, au-delà de son message, qui me reconforte comme journaliste, mais aussi comme citoyen, parce qu'elle a apprécié le travail d'éveil et de veille que font les vigiles, les éclaireurs, les chiens de garde, que nous sommes les journalistes. Parce que je suis convaincu, Maître Roland Diou, que si Equinox Radio et Télévision n'avaient pas maintenu la pression en relatant chaque jour, en faisant le compte rendu des audiences, des passages, en faisant des reportages sur ce qui se passe au tribunal militaire, au secrétaire d'État à la Défense, en faisant les vox pop, en écoutant le peuple, je suis certain qu'on n'en serait pas arrivé à cette étape. Le poisson aurait peut-être été déjà noyé. Nous espérons, parvenus à cette étape, que ceux qui s'occupent des dossiers vont se souvenir d'une seule chose. Le monde entier nous regarde. Les missions diplomatiques nous regardent. Les pays amis nous regardent. Ce n'est plus une affaire nationale. C'est la communauté internationale qui nous suit et va juger le Cameroun sur la façon dont la justice est administrée, dont la justice se fait au Cameroun. Sur la base de cette affaire, le Conseil des droits de l'homme à Genève de l'ONU suit ce dossier. L'ONU suit de près ce dossier. Toutes les institutions, les organisations internationales suivent ce dossier. Parce qu'il s'agit de la crédibilité, de l'image du Cameroun aujourd'hui. Donc, je dis aux juges d'instruction comme du juge de jugement demain, le travail que vous faites est très suivi. Entrez dans l'histoire. Bien. Revenons à l'assassinat. Parce qu'il s'agit d'un journaliste qui a été assassiné.